Des Cailles jusqu'à Taoudéni, partout où vous nous regardez, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce mardi 30 octobre 2018. Tenue de la 10e session ordinaire de la Haute Autorité de la Communication ce mardi 30 octobre 2018 à son siège à Amdalaï Assi, en commune 4 du district de Bamako. Au cours de cette cérémonie marquant la remise officielle de l'autorisation d'établissement et d'exploitation de certaines radios et des télévisions privées, plusieurs sujets ont été élaborés relatifs à l'état de la mise en œuvre des conventions par les radios et les télévisions autorisées suite à l'appel à candidature lancé par la HAC depuis sa création, ainsi qu'au rapport d'activité de l'exercice 2018, entre autres, suivant les propos du président de la Haute Autorité de la Communication au micro de Fatoumata Yakane et Seydou Niaré. Primo, il permet de faire le point de toutes les questions qui ont été examinées lors de la première session et dont le traitement nous a occupés depuis mars 2018 jusqu'à ce jour. Secondo, elle est importante parce qu'elle nous permet de traiter les points d'ordre du jour qui sont inscrits à cette deuxième session et de nous projeter sur l'année 2019. Les questions qui nous ont occupés durant le premier semestre de l'année ont concerné essentiellement le monitoring des médias pendant la période de l'élection présidentielle que vous avez suivi avec nous. Et je profite encore de votre micro pour féliciter l'ensemble des médias pour le professionnalisme, la responsabilité qui ont caractérisé leur action pendant la couverture des événements de l'élection présidentielle. Nous avons également au cours de l'année fait la mise en conformité de près de 300 radios. Nous avons comptabilisé 500 sur toute l'étendue du territoire, mais il n'y a que 300 environ qui ont répondu à la mise en conformité. Et ces 300 sont liés aujourd'hui à la Haute Autorité de la Communication par une convention. Et c'est à titre symbolique que nous avons remis ces conventions-là, à titre symbolique, à certaines de ces radios. Nous avons également lancé un appel à candidature pour l'ouverture de chaînes de télévision, tant à Bamako que dans les régions. C'est la première fois, toute première fois en République du Mali, qu'une autorité de régulation autorise des télévisions privées dans les régions du Mali. Ces télévisions vont fonctionner conformément au texte, conformément au cahier des charges et aux conventions qui les régissent. Je souhaite que les membres de la Haute Autorité de la Communication qui vont plancher sur ces questions-là les traitent avec assiduité, comme ils ont l'habitude de le faire, et qu'au bout des résolutions qui vont sortir de cette session nous permettent de nous projeter de façon plus lisible sur le programme de l'année 2019. De respecter les textes, les lois et les règlements qui régissent leurs activités, de respecter les conventions qu'elles ont signées. C'est le plus important. J'ai loué tout de suite la responsabilité et le professionnalisme des médias pendant la période des élections. Et j'ai dit dans mon discours que je souhaite que ceci soit un acquis, qui soit consolidé. Je n'en doute pas. Toutes les radios et toutes les télévisions qui ont bénéficié de conventions de la Haute Autorité de la Communication, je n'ai aucun doute que ces radios et ces télévisions-là vont observer les règles qui régiront leur activité et les règles qui vont les lier à la Haute Autorité de la Communication. L'actualité sur un autre aspect, le directeur général du groupe Canal Plus Mali, accompagné d'une forte délégation, a offert ce lundi 29 octobre un important don composé de sacs de riz, de sucre, de lait en poudre et de la viande à la pouponnière de Bamako. On fait le point avec Amadou Kamara et Samba Traoré.
Cette action purement humanitaire a été appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires qui ont ensuite exprimé leur sentiment de satisfaction et de joie à l'endroit des responsables du groupe Canal+ Mali pour ce geste de solidarité agissante. Vraiment, je suis vraiment ravie de les recevoir aujourd'hui chez moi et de recevoir vraiment ce qu'ils viennent de faire pour les enfants de la pouponnière. Je les remercie infiniment d'avoir pensé à nous, d'avoir pensé à des enfants qui n'ont pas eu la chance d'être dans une famille et qui vivent dans les institutions comme la pouponnière. Nous sommes dans la salle, la salle s'appelle Chaton. Ici, nous recevons les enfants, les bébés, les enfants de 0 à 6 mois maximum. Ils sont au nombre de 20 aujourd'hui. Sinon, des fois, ils peuvent aller jusqu'à 24 enfants, 25 enfants. J'invite les Maliens à penser à ces enfants. Et il n'y a pas que l'adoption-filiation, mais il y a aussi l'adoption-protection. Donc, vraiment, c'est des enfants qui ont besoin de vivre dans une famille. L'institution ne fait pas une personne. Donc, c'est à défaut qu'un enfant est référé dans une institution. Donc, j'appelle vraiment la générosité, la bonne volonté des Maliens de venir vraiment voir ces enfants et de pouvoir les adopter, de les accueillir dans leur famille. Pour le directeur général de Canal+, c'est un devoir pour lui de penser à ses enfants dont la plupart ne connaissent pas leurs parents et n'ont rien fait pour mériter un tel sort. En ce mois d'octobre, mois de la solidarité, mois du dépassement de soi, pour certains, pour nous il était important de marquer notre présence et de dire à la pouponnière qu'elle a avec elle un partenaire solide pour l'aider à encadrer ses enfants, pour l'aider à faire évoluer ces enfants-là, au-delà des salles qu'on a vues tout à l'heure, les chatons, les éléphantos, les écureuils, d'en faire des personnes qui seront actives sur le plan social et sur le plan économique de demain. Et nous, Canal+ Mali, on a un rôle à jouer dans ça. Donc on n'attendra pas que ces enfants sortent de la pouponnière, on commencera à apporter l'aide déjà ici, sous diverses formes, et on continuera à tenir cet engagement-là qui est le nôtre. Il y a des dons matériels, donc alimentaires, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, ça a été l'affection. C'était de passer du temps avec ces enfants, avec ces bébés, pour leur montrer qu'ils ne sont pas oubliés. Certaines explications font qu'ils sont là aujourd'hui, mais voilà, nous on a trouvé le temps de venir et de pouvoir passer du temps avec eux. Et maintenant le reste, effectivement, la pouponnière pourra les utiliser pour leur fonctionnement. Rappelons que la plupart de ces enfants orphelins n'ont pas connu leurs parents ou qui ont été abandonnés par ces derniers pour faute de moyens. C'est pourquoi le directeur général a souhaité partager avec ses enfants ce que Dieu lui a donné. Tout de suite, direction bien sûr Tombouctou. La salle de conférence Ahmed Baba de Tombouctou a abrité le 27 octobre la cérémonie de restitution des journées nationales de mobilisation d'urgence des leaders religieux et coutumiers du Mali. Plusieurs dignitaires religieux et coutumiers de la région de Tombouctou et une délégation venue de la région de Taoudéni ont préparé cette cérémonie aux côtés des responsables administratifs. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Foussine Keita, commenté par Al-Hamidou Badini. Après les régions de Sikasso et de Ségou, c'était au tour de la ville légendaire de 333 et creuseur de l'islam en Afrique de l'Ouest d'abriter la cérémonie de restitution des journées nationales de mobilisation d'urgence tenue les 13 et 14 mai dernier au Palais des Sports de Bamako. L'une des recommandations issues de ces journées de concertation entre religieux et chefs de tribu était d'en faire la restitution dans les différentes régions du pays, d'où l'objet de cette cérémonie. On jouait et il continue de jouer dans l'épanouissement de l'islam à travers le monde et dans notre zone en particulier. L'islam soufi, à travers le Qadriya, Chaziliya, Tijaniya, ont joué un grand rôle spirituel et même politique dans notre contrée, ce qui les a valu une importance particulière chez le peuple du Mali, chez le peuple de la zone. Ils ont triomphé. Ils ont fait de cette ville un centre spirituel, culturel, une ville de civilisation connue à travers le monde entier. Il est important de noter que cette renommée de Tombouctou n'est pas due à une force armée ou violente ou d'occupation de la part de ces érudits,
mais par le vrai vertu de l'islam enseigné à ses peuples, qui est l'unité, l'amour de son prochain, la fraternité, la cohésion et le vivre ensemble. Parmi ces véritables, ces vrais érudits, nous pouvons citer un exemple. Sid al-Mukhtar al-Qadiri al-Kunti, Moulay al-Arbi al-Shazili, Sid al-Wafi al-Tijani, Cheikh Tijani, Mohamed Lamine al-Tijani, Cheikh Boulkhair et j'en passe. Enfin, nous prions Allah que Tombouctou reste pour toujours une lumière qui éclaire la route pour le Mali et le reste du monde. Merci beaucoup. Les autorités administratives de Tombouctou ont salué à juste titre cette initiative des leaders religieux et coutumiers, tout en rappelant le rôle prépondérant d'avant-garde qu'ils jouent dans la restauration de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la sauvegarde de nos valeurs traditionnelles et culturelles. L'organisation d'un cadre d'échange entre les leaders religieux, les chefs coutumiers et la classe politique avant les élections de 2018. L'accroissement et l'intensification de la lutte contre le narcotrafic et la consommation des stupéfiants. L'accélération du retour de l'administration dans les zones où elle est absente. L'organisation des séances de restitution de ces journées de mobilisation d'urgence des leaders religieux et des chefs coutumiers dans toutes les régions du Mali. La promotion du dialogue intra- et interreligieux. La mise en place d'un cadre de concertation entre les organisations des femmes, des jeunes et les leaders religieux. Encourager le brassage multiethnique et les échanges entre communautés. Et enfin, mettre en place un comité de suivi de la mise en œuvre de toutes les recommandations issues du Forum national du groupement des leaders religieux et traditionnels du Mali. Voilà donc, entre autres, des recommandations qui vont dans la même direction que les préoccupations que toutes les autorités du Mali, le gouvernement du Mali avec à sa tête son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta porte tous les jours que Dieu fait pour restaurer la paix, l'accalmie dans le Mali. La délégation venue de Bamako avec à sa tête le second vice-président du groupement des leaders spirituels du Mali s'estime honoré par l'accueil chaleureux qui leur a été accordé par la communauté musulmane de Tombouctou. Ils ont aussi reçu de la part de la population l'assurance de travailler en synergie dans l'atteinte des objectifs que se fixe le GLSM. Ousmane Madan Haïdara a eu une vision. Il a regroupé tous les soufis, tous les gardiens des temples et des traditions pour qu'on se mette en mouvement pour sauver ce qu'on a de plus cher, c'est notre authenticité. Et je ne saurais terminer cette brève allocution sans remercier une fois de plus les autorités religieuses, politiques, administratives et l'ensemble de tous ceux qui œuvrent pour l'épanouissement de l'islam. Pour joindre l'utile à l'agréable, la délégation a profité de ce séjour pour effectuer des visites de courtoisie aux notabilités coutumières et religieuses de la localité. Ils ont également visité certains lieux saints et touristiques de Tombouctou, dont l'historique mosquée Djingaréber. Maintenant, retour à Bamako avec la rencontre du syndicat libre du secteur de l'énergie au Mali a tenu un point de presse ce lundi 29 octobre 2018 à la direction commerciale de l'EDM SA, assise à Amdalaï ACI 2000. Il s'est agi pour le nouveau bureau mis en place de révoquer les préavis des grèves de 48 heures du 7 au 8 novembre prochain déposés par certains de leurs collaborateurs et d'inviter
invité tous les travailleurs de l'énergie du Mali à vaquer normalement à leurs occupations professionnelles quotidiennes. Reportage à l'Hamidou Badini, c'est l'Unari. Vu le statut et le règlement intérieur régissant le syndicat libre du secteur de l'énergie au Mali, DDM-SA, SILSEM, nous estimons que nous avons été surpris de l'existence à la direction générale de l'EDM-SA, au même moment que l'opinion nationale et internationale, d'un préavis de grève de 48 heures allant du 7 au 8 novembre prochain, déposé par notre syndicat. Après analyse et lecture, il ressort que le dit préavis n'a fait l'objet d'aucune discussion au préalable en réunion du bureau. À cet égard, nous estimons que celle-ci est une décision unilatérale et viole tous les tests de notre syndicat. Toute chose qui nous a poussé à signer une pétition contre cette pratique digne d'une autre époque. Ainsi, au cours d'une tenue samedi 27 octobre et conformément au statut et au règlement intérieur du SILSEM, le bureau a été dissous par le constat de la démission collective des 2 tiers du bureau, comme le prévoient nos tests. À cet effet, en attendant la tenue d'une assemblée extraordinaire, un comité de gestion a été mis en place pour gérer les affaires courantes du syndicat. Conscient de la situation actuelle qui prévaut dans notre pays, le comité de gestion a décidé, lors de sa première réunion, de lever le mot d'ordre de grève de 48 heures allant du 7 au 8 novembre prochain. Par conséquent, nous invitons les travailleurs à vaguer tranquillement à leurs affaires. Pour la circonstance, une correspondance a même été envoyée à toutes les structures compétentes pour annoncer la levée pure et simplement du mot d'ordre de grève. Maintenant, mesdames et messieurs, nous vous proposons le tour du monde de l'actualité sur la scène internationale. En bref, en image, c'est tout de suite. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry, les rues étaient désertes dans certains quartiers de la capitale ce lundi 29 octobre en raison de l'appel à une journée ville morte lancée par l'opposition. La circulation était interdite à Conakry, tandis que le trafic était congestionné dans d'autres villes où l'ensemble des automobilistes étaient déviés. Des jeunes ont brûlé des pneus très tôt dans la journée sur la route appelée Le Prince qui traverse la capitale avant qu'il ne soit éteint par la pluie qui s'est abattue dans la matinée, refroidissant par la même occasion les ardeurs des manifestants. Les forces de l'ordre mises en alerte étaient peu visibles dans la ville, étant cantonnées en grand nombre dans les commissariats centraux et dans les gendarmeries selon la même source. En Tunisie, une femme kamikaze est morte lundi 29 octobre après avoir visé une patrouille de police au cœur de Tunis. 15 policiers et 5 civils ont été blessés dans un acte qui vient rappeler au pays la réalité de la menace terroriste. C'est la première fois qu'une femme kamikaze se fait exploser en Tunisie et le premier attentat sur la très symbolique avenue Bourguiba. L'artère principale de Tunis, pourtant quadrillée par les forces policières, est encore ce mardi matin interdite à la circulation. Depuis 2015, année des attentats de Sousse, du Bardo et de Tunis, qui ont fait plus de 70 morts, le pays pensait avoir fini avec les attentats. À un an des scrutins présidentiels et législatifs, la Tunisie, dont plusieurs milliers de ses ressortissants sont allés combattre dans les rangs de Daesh, doit donc composer avec une menace terroriste effective prête à agir jusqu'au cœur de la capitale. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed était à Paris ce lundi 29 octobre pour sa première visite en Europe depuis son arrivée au pouvoir en avril dernier. Le président français Emmanuel Macron l'a reçu à l'Élysée et a salué les réformes entreprises par le chef du gouvernement éthiopien, notamment le rapprochement avec l'Érythrée. Cette visite était aussi l'occasion de signer plusieurs accords de coopération et de renforcer les liens commerciaux et culturels entre la France et l'Éthiopie. Le président français a dit toute son admiration pour les transformations à l'œuvre en Éthiopie.
des transformations auxquelles il souhaite contribuer. Et cela passe, dit-il, par la libéralisation économique en développant par exemple l'activité des entreprises françaises en Éthiopie de manière raisonnée. Le Centre gabonais des élections a publié les résultats provisoires du second tour des élections lundi en début de soirée. Le PDG d'Ali Bongo, qui était déjà assuré de la majorité absolue à la Chambre à l'issue du premier tour, confirme donc sa victoire au second tour. Dans la nouvelle Assemblée nationale, l'opposition n'aura que 17 sièges sur les 143 députés pour laquelle le premier tour avait été dévastateur. Le second l'est tout autant. Mais elle parvient cependant à sauver l'honneur selon les résultats provisoires. Sur les 59 circonscriptions encore en jeu, le parti d'Ali Bongo en rapporte 25. Et enfin, en République centrafricaine, un député de Mbaïki Sud et ex-chef de milice a sorti son arme lundi aux environs de 11h GMT dans l'hémicycle en voulant s'en prendre à un autre député. En tentant de s'enfuir, il a tiré en l'air. Les motivations de M. Alfred Yekatombe, un ex-membre des forces armées centrafricaines FACA et ex-chef des milices anti-Balaka, sont encore inconnues. Il a été ensuite arrêté dans les couloirs de l'Assemblée par la police, tandis que les parlementaires couraient en direction de la sortie. Quelques instants plus tard, une voiture a tenté de forcer le barrage de police devant l'Assemblée où des tirs ont été entendus. En 2015, M. Yekatombe a été placé sur la liste de l'ONU des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix en RCA. Et puis, page noire dans votre édition, le Seigneur a rappelé à lui ce lundi 29 octobre 2018, M. Amadou Batili, enseignant à la retraite et père de notre consoeur de la rédaction Kafouné Batili. Les obsèques ont eu lieu ce matin à Titibougou, en commune 1 du district de Bamako. Reportage à Lahamidou Badini Babakita avec la voix de Moussa Fomba. Né le 26 mars 1947 à Ségou, Amadou Batili est enseignant de profession, mais il aurait également beaucoup contribué de façon subsidiaire à la promotion du sport au Mali. Il s'est éteint ce lundi 29 octobre à l'âge de 71 ans. L'inhumation a eu lieu ce mardi dans la matinée au cimetière de Sotuba. Les membres de sa famille, voisins, collaborateurs et connaissances du défunt se sont mobilisés en conséquence pour l'accompagner dans sa dernière demeure. Aujourd'hui, je suis très ému. Les mots me manquent beaucoup pour m'exprimer. Mon grand frère vraiment était un grand homme. Vraiment, il a tout fait pour nous, nous qui sommes ses frères. Mais moi qui suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à Dieu, que je travaille aujourd'hui à l'INPS. Je ne vois pas ce qu'il n'a pas fait pour nous. Je ne suis pas le seul. Tous ces jeunes frères, il a tout fait. Il s'est battu dans la vie pour encadrer un peu tout le monde. Vraiment, on le remercie et on prie Dieu que son âme repose en paix. En ce jour si douloureux, nous présentons toutes nos condoléances à la famille Batili comme à la famille Sanogo. Parce que les deux familles sont unies depuis 33 ans. Ça fait 33 ans cette Batili, il a été un frère pour nous. Il a été un père pour nous, la famille Sanogo. Il a reconnu tout le monde. Il s'est investi dans tout ce que nous faisons dans la famille Sanogo. Et donc nous présentons toutes nos condoléances à la famille, aux deux familles éplorées. Et nous souhaitons vraiment que ces enfants puissent être vraiment un relais pour leur maman. Les premières licences de la commune 1, c'est Batili qui l'a confectionné. Il a cherché les joueurs. Et si ces joueurs se blessent, Batili n'entend pas le comité local. Dans sa propre poche, il enlève l'argent et il paye le médicament pour les joueurs. Même les prix de condiments de ces joueurs dans leur famille, Batili avait l'habitude de payer ça. Donc vraiment, là où je suis, les mots me manquent pour qualifier Batili. Si bien nous sommes à un fait de Dieu, quelque chose qui attend tout le monde. Un jour vous allez naître, un jour vous allez mourir. Exceptionnellement, moi, Mouloud Ben Katara, présent à ces obsèques, relève d'une reconnaissance à l'égard d'un homme qui est devenu pour moi mon père, mon grand frère, en ce sens que c'est lui qui a guidé mes premiers pas à l'école primaire
à Tombouctou dans les années 69-1970. M. Amadou Bathily est un maître incontestablement qualifié. C'était un éducateur avéré, un homme de Dieu, un exemple, en tout cas pour nous autres ressortissants de Tombouctou. Il a fait sa mission en tant qu'enseignant avec honneur et dignité, mais il a aussi accompagné la jeunesse de Tombouctou sur le plan sportif, sur le plan culturel. Père de notre collaboratrice Berthe Kafouné Bathily, présentatrice du journal en langue nationale Bamananka, les travailleurs de Cherifla TV étaient présents à ses funérailles pour témoigner de leur sympathie à la famille éplorée. Nous sommes aujourd'hui effectivement au cimetière de Sotiba, donc pour les obsèques de notre papa de Kafouné Bathily, donc qui nous a quittés hier, au nom de la télé, au nom du guide Chérif Ousmane Maran Aïdara. Nous présentons nos condoléances les plus attestées et que la terre lui soit légère. Nous lançons quand même un appel à l'endroit de ces ayants droit, vraiment de rester serein, de rester solidaire afin que le bon Dieu puisse les aider. Il laisse derrière lui une épouse inconsolable et 4 filles. Philanthrope qu'il était, le défunt a pris sous son toit la charge d'une dizaine d'orphelins. Que la terre lui soit légère et qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Voilà, ainsi va la vie. Dors en paix, papa, que la terre vous soit légère, amin. Ainsi se termine votre journal de ce mardi 30 octobre 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans 2 heures de temps, vous retrouverez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonne suite de nos programmes.